Catherine Benoît est professeure d'anthropologie au Connecticut College aux États-Unis. Elle a publié aux éditions du CNRS Corps, Jardin, Mémoire, Anthropologie du corps et de l'espace à la Guadeloupe. Elle s'intéresse au développement des identités créoles en tant que processus de territorialisation de l'espace caribéen. Voilà. Merci Francine et merci à vous d'avoir éteint cette lumière qui nous aveuglait. En tout cas, Diane et moi. Alors je voudrais remercier Francine pour avoir organisé cet atelier qui a en fait commencé il y a 3-4 jours au moins. Je ne sais pas si ça se sent, ça va peut-être se sentir encore plus avec les communications qui viennent, parce qu'on est arrivé avec des textes ou des idées assez claires et puis en discutant, on est reparti au Québec dans les années 70, Francine, Jean, et l'anthropologie haïtienne au 19e, etc. Enfin, pas etc., mais on a commencé à travailler il y a bien longtemps, et je crois que ce que l'on dit aujourd'hui n'est que la surface de discussion bien arrosée, comme l'a dit Jacques, depuis mardi. Alors, l'intitulé de ma communication, postcolonialisme et anthropologie de la Caraïbe francophone, devrait peut-être être intitulé en fait regard anthropologie sur le postcolonialisme et l'anthropologie de la Caraïbe francophone. Et ça, je le dis à l'instar de Jean pour éviter tout malentendu sur la lecture que je ferai, alors très rapide, en 20 minutes. De toute façon, j'avais décidé de ne pas focaliser là-dessus, des auteurs dits postcoloniaux de la Martinique. Donc je commencerai en disant que le postcolonialisme désigne une manière d'interroger non seulement les relations réciproques métropole-colonie, par exemple en quoi le colonialisme est au fondement de la République française, pour ce qui est de l'approche historique, mais également comment cette histoire coloniale traverse et irradie les sociétés contemporaines après les indépendances politiques, que ce soit par des nouvelles formes de domination dans les anciennes colonies, que ce soit par la présence des populations originaires de ces colonies dans les métropoles européennes, que ce soit dans la manière de dire, de reconnaître cette histoire des indépendances. En tant que domaine universitaire institutionnalisé, les études postcoloniales ont commencé dans les départements de littérature anglaise en Australie dans les années 80, avant d'être réappropriées par d'autres disciplines, et ce essentiellement dans les universités anglophones. Si on retient la proposition de Marie-Claude Smuts dans la situation postcoloniale, les études postcoloniales s'organisent en 4 champs que sont la littérature comparée, la déconstruction du discours colonial, les subaltern studies, et Diane en parlera après moi, et les lectures postcoloniales de la mondialisation. Cette communication va traverser les 3 derniers domaines pour la Caraïbe francophone et montrer comment ces questions sont abordées ou non par l'anthropologie caraïbéaniste et les écrivains postcoloniaux antillais. Je suis anthropologue, archéologue de formation, et j'ai été amenée à me poser ces questions à partir de diverses expériences et recherches de terrain que je conduis depuis plus de 20 ans maintenant dans principalement 3 îles de la Caraïbe. La Guadeloupe, qui est un département d'outre-mer, français d'outre-mer, Saint-Martin, qui est devenu une collectivité d'outre-mer, qui vient de changer de statut, qui était jusque-là une commune de la Guadeloupe et qui est aussi une île binationale franco-néerlandaise, et Haïti. Ces questionnements et les réponses que j'y ai apportées jusqu'à maintenant se sont faits dans la plus grande ignorance des études postcoloniales, dont j'ai découvert l'existence quand j'ai commencé à enseigner aux États-Unis il y a quelques années. En d'autres termes, je lisais, voire je rencontrais des auteurs dont les textes sont les textes fondateurs de ces études postcoloniales. Fanon, Césaire, Fanon je ne l'ai pas rencontré, mais en tout cas Césaire, Lamine, Glissant. Faisais-je pour autant du postcolonial sans le savoir? On l'a vu avec Jean Jolassin, la réflexion critique sur le colonialisme du point de vue des acteurs des métropoles ou de la Caraïbe est bien plus ancienne dans la tradition intellectuelle francophone que celle postcoloniale anglophone. Dans la discipline anthropologique, et là je vais me répéter, mais pourtant on a tous les deux raccourci ce que l'on voulait dire sur le 19e siècle, en sachant que les uns et les autres allaient en parler. Dans la discipline anthropologique, elle commença, non sans surprise, en Haïti. Les indépendances des pays colonisés par la France n'ont pas commencé dans les années 50, mais avant même la naissance du deuxième empire colonial français, avec d'abord la révolution haïtienne, dont je rappellerai qu'elle fut la 3e révolution du 18e et a donné naissance en 1804 à la première République noire. En ténor firma,
avocat et anthropologue haïtien, membre de la Société d'anthropologie de Paris fondée en 1859, à laquelle il adhéra lors d'un séjour en tant qu'avocat à Paris, publia en 1885, on vous l'a dit tout à l'heure, De l'égalité des races humaines. Cet ouvrage est le texte fondateur en anthropologie de la distinction entre race, culture, près de 50 ans avant le travail de Franz Boas. Franz Boas est pourtant considéré comme le père fondateur non seulement de l'anthropologie américaine, mais de l'anthropologie culturelle avec Race, Language and Culture, paru en 1940. L'ouvrage d'Anténor Firmin, un pavé de 600 pages, réfute point par point l'essai sur l'inégalité des races de Gobineau écrit en 53-55 et fonde une approche critique du colonialisme qui continua avec d'autres anthropologues haïtiens comme Jean Price Mars, puis des écrivains, des poètes, des médecins, des artistes de la Caraïbe francophone, ceux de la négritude et d'autres qui ont suivi depuis. Ce que je propose donc de montrer, ce n'est pas tant comment ces questionnements postcoloniaux ont traversé l'anthropologie ou l'histoire des idées et le politique, on l'a vu tout à l'heure avec Jean Jonassin, bien avant le développement du champ universitaire des études postcoloniales. Comme l'ont souligné aussi récemment plusieurs anthropologues, les anthropologues caraïbéanistes, ceux de la Caraïbe et ceux des puissances coloniales, qui ont travaillé sur la diaspora africaine, ont été les premiers à problématiser depuis les années 40 les questions de la globalisation, d'immigration, le concept de transnationalisme vient des études caraïbéanistes, de la créolisation, à partir duquel a été développé le concept d'hybridité, et cela bien avant les années 80. En revanche, je voudrais montrer comment ces questionnements ne sont pas pris en compte aujourd'hui, ni par l'anthropologie, ni par la muséographie française. Un fil conducteur traverse ces trois domaines du champ postcolonial, qui sont, je le rappelle, la déconstruction du discours colonial français, les subaltern studies, les lectures postcoloniales de la mondialisation. Et ce fil conducteur est celui de l'invisibilité et de la mise sous silence de la Caraïbe dans l'anthropologie et la muséographie française, et à l'inverse, le caractère exemplaire de la Caraïbe, ce qui revient finalement au même, je le montrerai, dans la lecture postcoloniale de la mondialisation par les écrivains antillais. Donc je vais commencer par l'invisibilité de la Caraïbe dans l'anthropologie française. Et peut-être qu'il faut contextualiser cette invisibilité par le contexte historique et politique. Au contraire des colonies du Deuxième Empire français qui ont fait le choix des indépendances, les anciennes colonies, comme on les appelle, du Premier Empire, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, intégrées au Royaume de France au XVIIe siècle, ont opté en 1946 pour leur départementalisation afin que leurs habitants aient accès aux mêmes droits sociaux, politiques et économiques que les Français de l'Hexagone. Ceci a eu, à mon sens, deux conséquences sur le plan de la recherche anthropologique. Tout d'abord, la départementalisation a eu pour effet de naturaliser les colonies américaines et celles de l'océan Indien comme françaises, les excluant ainsi de la possibilité d'une analyse anthropologique, à la fois par le milieu de la recherche en France et les universitaires et intellectuels dans les DFA. La marginalité de l'anthropologie de la Caraïbe est d'abord institutionnelle. Sur environ les 400 chercheurs en poste, sinon on compte, je crois, 2000 chercheurs en anthropologie en France, 16 s'intéressent à la Caraïbe. Alors là, suite quelques chiffres que j'ai pu rechercher pour un article que je viens de finir. Sur ces 16 anthropologues, 13 travaillent dans les DOM, les 3 autres sur Cuba et Haïti, et celui qui travaille sur Haïti va prendre sa retraite dans quelques jours. Donc, 13 chercheurs sur les DOM, 2 sur Cuba, c'est ça l'anthropologie de la Caraïbe en France. 7 de ces chercheurs, soit près de la moitié, seront à la retraite d'ici 2011. La création des postes ont eu lieu pour l'immense majorité dans les années 70, et aucun poste ne fut créé avant le début du 3e millénaire, à l'exception des 2 postes sur Cuba et d'un poste en géographie d'un chercheur devenu anthropologue depuis. C'est donc près de 30 ans d'absence de recrutement qui caractérise la non-transmission de savoir et de renouvellement de problématiques de ce champ. Tous les enseignants en poste conduisent leur recherche sur les DOM. Tous les enseignants, oui, parce qu'en France, il y a des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Il n'existe aucun enseignement d'anthropologie de la Caraïbe dans l'université française, ni dans l'université des Antilles-Guyane, par des professeurs ayant une expérience autre que celle de l'outre-mer français. Et par ailleurs, ces enseignements sur la Caraïbe se limitent à quelques heures de cours au sein de cours intitulés plus généraux. Je crois que le séminaire que j'ai eu pendant 3 ans à
l'école des hautes études en sciences sociales dans les années 90 était le seul sur la Caraïbe, en fait. Et à l'époque, aucun des étudiants que j'avais ne parlait anglais. Ils ont tous soutenu leur thèse sur la Caraïbe sans lire l'anglais. Au moment de la création des premiers postes sur la Caraïbe dans les années 70, l'anthropologie française était en grande partie exotique et structuraliste. Les sociétés étudiées étaient alors celles non européennes, en ce qu'elles pouvaient présenter des faits de culture ou des complexités sociales les plus éloignées qui soient de l'Europe. L'anthropologie de la France et des sociétés dites modernes ne démarra vraiment plus tard qu'à la fin des années 80. Cette anthropologie ne pouvait inclure les sociétés métisses, acculturées, modernes de la Caraïbe dans le langage de l'époque. Les enseignants de Roger Bastide, de manière surprenante, n'eurent aucune influence sur l'anthropologie de la Caraïbe en dehors de l'utilisation du concept de bricolage. Du fait peut-être que sa définition des Amériques noires concernait surtout le Brésil et s'appliquait moins aisément au département d'outre-mer. Sally Price, une anthropologue américaine, a rappelé récemment combien Michel Leiris, à qui l'on doit Contact de civilisation en Guadeloupe et en Martinique, texte d'une mission effectuée pour l'UNESCO en 1948 et publié en 1950, resta marginal dans l'institution universitaire, précisément parce que l'anthropologie qu'il a développée était à contre-courant de l'anthropologie structurale. Réflexivité de l'anthropologue sur son entreprise, prise en compte des relations coloniales au lieu d'isoler artificiellement les territoires étudiés de leur métropole, insistance sur l'évolution historique des cultures étudiées et sur les capacités de création culturelle des acteurs antillais, et constante interaction des ensembles culturels et des sociétés entre elles. Cette marginalité institutionnelle reflète les difficultés qu'a l'anthropologie française à analyser ou à s'intéresser à des territoires dont le statut politique n'est pas aisément définissable en tant que colonie ou territoire indépendant. Lorsque l'anthropologie politique se développa au sein de la sociologie avec Georges Ballandier, 55, Sociologie actuelle de l'Afrique noire, elle ne permettait pas d'aborder les territoires qui avaient choisi l'assimilation politique et non l'indépendance. L'analyse des effets de la situation politique des départements français d'outre-mer sur les productions culturelles, l'identité collective, le lien social, se fit en creux avec le succès des paradigmes de l'acculturation, de l'assimilation, confirmant le préjugé de la vanité d'une ethnographie de terrain en contexte moderne. D'ailleurs, au même moment, le premier Édouard Glissant, celui du discours antillais, donc un recueil de textes publié en 1981, usait à n'en plus finir de ce concept pour caractériser ce qu'il considérait être l'absence de culture, d'ancrage dans le territoire, c'est l'errance antillaise, et l'absence de conscience historique des peuples antillais. Ce paradigme de l'assimilation est celui des sociétés antillaises, comme des sociétés crasées, en créole malade, dominèrent jusqu'à ce qu'il fût contesté par des travaux de terrain conduits de manière systématique. Donc, dans ces années-là, on est vraiment à l'écart de la négritude des années précédentes. Les recherches sur les ethnosciences, la culture populaire, le religieux ont montré de quelle vision du monde ces savoirs et ces faits de culture procèdent. La créolisation devint alors le paradigme dominant à la fin des années 90, soit près de 40 ans après qu'il ait commencé à être discuté dans l'anthropologie américaine. Cependant, dans le cadre des Antilles françaises, le paradigme de la créolisation fut développé sans la prise en compte du politique et fut décliné comme un enchantement de la construction de la diversité culturelle, au point que ce concept en est devenu à désigner toute création culturelle issue de différentes traditions historiques, comme si ce n'était pas le cas de tout fait de culture. Donc après l'invisibilité dans l'anthropologie, je voudrais passer, et ça je ne l'avais pas prévu initialement, mais ça s'est imposé après les quelques semaines que j'ai passées à Paris cet été, je voudrais parler de l'invisibilité de la Caraïbe aussi et de ses problématiques dans deux musées qui viennent d'ouvrir à Paris, le musée du Quai Branly et la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Dans Silencing the Past, Michel Rolph-Trouillot analyse les relations de pouvoir qui président aux narrations historiques et à la mise sous silence d'événements majeurs, de situations de résistance ou de conflits qui troubleraient les idéologies dominantes au moment de l'écriture ou de la transmission de ces narrations. L'absence de la Caraïbe dans la muséographie de ces deux musées, le Quai Branly inauguré en juin 2006, dédié aux arts premiers, et la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, ouverte au public en octobre 2007, dédiée à l'histoire d'immigration en France depuis le XIXe siècle, témoignent de la mise sous silence de l'histoire et de la contribution de cette région aux arts et civilisations des Amériques, comme on dit au Quai Branly, et à l'histoire des migrations dans la République française. Alors j'aurais aimé vous montrer des photos, mais il est interdit de prendre des photos dans ces deux établissements, donc
Donc, j'ai juste un langage moins sec pour ce qui suit. Deux des missions principales du Quai Branly sont de faire découvrir au public des expressions artistiques méconnues et de témoigner de la richesse et de la diversité des cultures, du traditionnel au contemporain et des grands processus d'échange et d'acculturation, nous dit le site web du ministère de la Culture. Les objets présentés dans ce musée sont exposés dans 3 galeries consacrées aux arts de l'Asie, de l'Afrique et des Amériques, que les visiteurs découvrent en empruntant un parcours sinueux et sombre écho d'un fantasmatique cheminement initiatique dans les ténèbres de contrées lointaines. Là, il faut avoir vraiment une très bonne paire de lunettes quand on va dans ce musée, car il est il fait extrêmement sombre et c'est l'aspect esthétique qui est nettement mis en avant. La transition du continent africain au continent américain est assurée par une petite salle d'environ 50 mètres carrés qui tient plus d'un hall de circulation, à la circulation difficile d'ailleurs, que d'une salle d'exposition. Une colonne imposante qui présente un texte sur les arts de l'Amérique du XVIIe siècle à nos jours, et j'y reviendrai, et à laquelle se cognent nombre de visiteurs, bloque pratiquement l'accès à cette salle. Blocage renforcé par une table qui derrière reprend les textes précédents de la colonne, tout en présentant une carte du continent. Du fait de ces meubles au centre de la salle, les visiteurs ne peuvent les contourner que par la gauche ou par la droite. Et c'est seulement dans ce dernier cas qu'ils peuvent regarder les objets des Amériques noires présentés dans 2 vitrines. Et je passe la description de ces vitrines, ce serait beaucoup mieux d'avoir des photos. Mais je peux quand même vous dire que ces 2 vitrines montrent des objets de la vie quotidienne ou de culte, dont le nombre et l'impact esthétique, qui est le parti pris du Quai Branly, est mineur par rapport aux œuvres montrées pour les autres aires culturelles. L'ensemble de la collection du musée comprend exactement 267 417 objets, dont près de 3600 sont exposés. Seuls 32 de ces 3600 objets concernent les Amériques noires, soit 1/1000 de la collection présentée dans ce musée. Ces 32 objets se répartissent en 7 objets pour, bien sûr, le vaudou haïtien, 15 pour le candomblé brésilien et 10 pour les groupes des Noirs marrons des Guyanes. Et les Noirs marrons de Guyane ne semblent avoir produit que des peignes et une cape d'homme, qui d'ailleurs est présentée de travers dans la vitrine. Que la section Amérique couvre presque exclusivement les mondes amérindiens est annoncé clairement à l'entrée de l'exposition. Et je cite, « Dans le parcours muséographique, l'Amérique récente et actuelle répond à l'Amérique précolombienne de part et d'autre d'une réflexion sur la nature de l'objet amérindien, reflet de l'unité et de la singularité du continent. En préambule, des objets produits par les populations caribéennes et brésiliennes, descendants des esclaves noirs déportés d'Afrique, rappellent la dimension métisse des Amériques contemporaines. » Fin de citation. Or, les productions des Américains descendants d'ancêtres africains, depuis les pays de l'Amérique du Sud jusqu'à la Nouvelle-Écosse où trouvèrent refuge les Africains américains qui avaient servi la couronne d'Angleterre au moment de la guerre d'indépendance des colonies britanniques, enfin des colonies américaines, peuvent fournir aussi une réflexion sur la diversité, l'unité et la singularité d'un continent, dont les populations actuelles sont issues aussi de la mise en esclavage des populations africaines. Ce silence sur la présence d'une population afro-américaine dont les productions esthétiques mériteraient d'être représentées par plus de 32 objets quasiment insignifiants, qui sont vraiment de taille modeste. Pour ceux qui ne connaissent pas le musée, ce sont des objets de 10 à 15 cm de hauteur quand on a des masques amérindiens du XVIIe siècle qui tiennent un espace gigantesque. Ce silence sur la présence d'une population afro-américaine dans les Amériques caractérise également la non prise en compte des départements d'outre-mer dans la muséographie de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Alors, la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, sa mission est de retracer l'histoire d'immigration en France depuis le XIXe siècle. Quelle définition de la France est retenue pour ce musée où les départements d'outre-mer ne sont pas mentionnés une seule fois? Les DOM ne seraient-ils pas constitutifs de la France? Cette absence soulève plusieurs questions épistémologiques renvoyant à la définition de la France et je m'en tiendrai à celle territoriale. J'aurais pu développer, mais ça aurait demandé plus de temps, une définition politique en référence à la citoyenneté, puisque les habitants de l'outre-mer, enfin les habitants,
oui, les habitants d'outre-mer, disons comme ça. Je parle plus très souvent français, c'est pour ça que je cherche les mots. Sont quand même citoyens français depuis la première abolition de l'esclavage en 1793. La France a aboli 2 fois l'esclavage, puisque Napoléon l'a rétabli en 1802, entre-temps. Donc, les habitants des DOM ont été pour la première fois, en tout cas en Guadeloupe, la Martinique était occupée à ce moment-là par les Britanniques citoyens, déchus de leur citoyenneté en 1802, ils sont redevenus citoyens en 1848. Mais sans rentrer dans ces considérations, parce que c'est bizarrement tout un ensemble de recherches à faire, un domaine qui n'a pas encore été défriché. Les territoires antillais américains ont été intégrés au royaume de France au XVIIIe siècle. Et depuis le XVIIIe siècle, on peut distinguer, alors grosso modo, ce serait l'objet d'une autre communication, au moins 3 grandes vagues de migration forcées et volontaires dans l'histoire de ces territoires. L'histoire de la traite esclavagiste se devrait donc de figurer dans l'histoire des migrations, certes forcées dans ce territoire français. En effet, on peut rétorquer, j'imagine, c'est ce que j'ai entendu, que la traite transatlantique a surtout concerné les XVIIe et XVIIIe siècles et ne peut donc figurer à la Cité nationale de l'histoire des migrations, qui couvre le XIXe siècle. Mais c'est quand même oublier que la traite ne fut abolie qu'en 1815, donc il reste 15 ans de traite quand même, et qu'elle a continué de manière clandestine jusque dans les années 1830. Donc la CANHU pourra avoir une section sur la migration forcée d'Africains, dont les descendants sont les citoyens français, dans les DOM et dans l'Hexagone. Ensuite, après ces migrations forcées d'Afrique, il y a eu celle de l'Inde. Lorsqu'à l'abolition de l'esclavage en 1848, le gouvernement français, à la suite du gouvernement britannique, eut recours aux populations asiatiques de l'Inde pour pallier aux besoins de main-d'œuvre, du fait d'une part de la désertion des plantations par les esclaves affranchis, mais surtout du fait des besoins nécessités par le développement de l'industrie sucrière. Ces populations furent recrutées dans les comptoirs français sur contrat à durée limitée, avec la promesse du rapatriement à la fin du contrat. Mais en fait, très peu d'entre eux purent retourner. Le billet de retour n'a jamais été financé. Et ces Indiens ont travaillé dans des conditions proches de l'esclavage, vraiment dans des plantations surveillées en Guadeloupe et en Martinique, et n'ont acquis d'ailleurs la citoyenneté française que dans les années 20. D'ailleurs, ce qu'on appelle, ça aussi j'ai découvert en écrivant ce papier, les indigènes de Guyane, les populations noires, marrons et amérindiennes sont devenus citoyens français très tard. Et là, je n'ai pas pu retrouver la date. Il y a vraiment tout un travail qui semblerait être... Enfin, on pourrait penser que comme j'enseigne l'anthropologie de la Caraïbe, je connais cette histoire. Ben non, elle est encore à faire. Enfin, depuis la fin du 19e, l'histoire des DOM est celle d'une histoire des différentes vagues de migration de populations originaires de la Caraïbe, de l'Amérique du Sud, du Moyen-Orient, d'Asie et plus récemment de l'Afrique, au point que 30% de la population de Guyane est d'origine étrangère et que celle de Saint-Martin est étrangère pour 55%. Bon, moins pour la Guadeloupe et la Martinique, mais... Donc, l'absence de la Caraïbe soulève plusieurs questions qui renvoient à la place des territoires d'outre-mer et du colonialisme dans les récits historiques, politiques et idéologiques de la République française. Alors, j'approche... J'ai besoin de 4 minutes. Non, 3. Avant de conclure, je voudrais, à l'inverse... oui, donc, soulève plusieurs questions. Donc, que l'on pense à l'article de la loi du 23 février 2005... qui soulignait que l'enseignement de la colonisation dans les établissements scolaires français devait préciser le rôle positif de la colonisation. 2005, cet article fut retiré depuis. Alors, le caractère exemplaire, à l'inverse de la Caraïbe, dans la lecture postcoloniale de la mondialisation. Alors là, je précise que c'est vraiment un regard anthropologique que je porte sur ces travaux et qui va être très court. Je n'avais pas prévu de le développer de toute façon. La Caraïbe est donc le lieu privilégié de l'analyse de la mondialisation chez les auteurs postcoloniaux francophones. Cependant, ces analyses, telles celles de Glissant et de Chamoiseau, permettent-elles pour autant de rendre compte de la situation contemporaine de ces régions? Les analyses de Glissant sur le monde contemporain, et en particulier de la mondialisation dont les Antilles seraient le lieu exemplaire, font l'objet depuis plus d'une cinquantaine d'années d'un ensemble d'essais qui va de la série des poétiques de 56 à 97 à une esthétique commencée en 2006 avec une nouvelle région du monde. Ces analyses décrivent une poétique de la relation qui régirait les interactions entre individus, cultures et sociétés. Interactions qui se croiseraient, s'entremêleraient, s'entrechoqueraient dans un contexte mondialisé, le tout-monde,
où les identités seraient dynamiques, toujours en mouvement et fluides, l'identité rhizome par opposition à l'identité racine, vous connaissez ça. La Caraïbe, de par sa diversité démographique, aurait été l'espace d'émergence de cette expérience d'identité hybride et fluide. On est loin du premier glissement du discours antillais. Dans cette vision enchantée du monde, il n'y a pas de place pour la violence structurelle contemporaine, les inégalités sociales et les rapports de domination postcoloniaux. Dans leur dernier texte commun, Quand les murs tombent, Chamoiseau et Glissant développent une approche critique de la création, fin 2007, du ministère de l'immigration, de l'intégration et de l'identité nationale à partir des analyses antérieures de Glissant. Dans ce texte, il distingue la mondialisation, qui serait la circulation des capitaux, de la mondialité, qui serait la mise en relation de ce qu'ils appellent les lieux imaginaires, où seraient abolis ce qu'ils appellent aussi les marqueurs archaïques de l'identité racine que sont la langue et les territoires, que défendrait le ministère de l'identité nationale. Or, comme l'a justement analysé Monshoashi en réponse à ce texte, le problème avec le concept de l'identité nationale et le développement de politiques migratoires restrictives et répressives, ce n'est pas tant que ce concept repose sur une supposée identité racine. Les anthropologues ont montré depuis longtemps qu'il n'existe pas d'identité racine ni de culture homogène et intemporelle. C'est qu'il entérine des inégalités structurelles qui séparent les populations des mondes aisés avec ceux des mondes pauvres, sinon misérables. L'identité relationnelle est non seulement une réponse chimérique, comme le dit Monshoashi, à un monde constitué d'États-nations qui ferment leurs frontières. Les capitaux peuvent circuler, mais pas les pauvres, mais aussi un concept qui ne peut rendre compte de la situation culturelle et politique des Drômes. Dans la théorie de la relation du tout-monde, de la mondialité, il n'y a pas de place pour la description du traitement de l'étranger dans les départements d'outre-mer, dont les conditions d'entrée, de séjour et de reconduite à la frontière sont soutenues par une législation d'exception qui facilite les contrôles d'identité qui seraient considérés comme illégaux en France et les expulsions. Alors là, il y a une autre communication. Ouais. La Guyane, par exemple, procède à près de l'équivalent d'un tiers des reconduites à la frontière totale dans l'Hexagone. La Guyane, c'est 260 000 personnes, la France hexagonale, 60 millions, je crois. Je soutiendrai ici, et c'est la fin, que la Caraïbe est précisément exemplaire de la non-relation et que les auteurs postcoloniaux, dans leur œuvre d'écrivains ou d'essayistes, sont précisément aveugles à cette réalité. Cette théorisation culturaliste est à l'opposé de celle proposée par les générations précédentes, celle des intellectuels haïtiens du 19e, puis de la négritude, puis de Fanon. Et là, la conclusion, on devrait peut-être considérer avec Georges Balandier, donc la situation coloniale, naissance de l'anthropologie politique en France, qu'il existe une pluralité de discours postcoloniaux, anglophones, francophones, lusophones, qui ont pour la tradition francophone sur la Caraïbe, mais aussi l'Afrique, commencé bien avant les années d'institutionnalisation de certains de ces discours dans les universités anglophones. La Caraïbe, et en particulier les DOM, sont aujourd'hui absentes de la plupart de ces discours. La discipline qui en France interroge la situation postcoloniale est l'histoire. Et Glissant fait partie d'ailleurs de ce mouvement-là. Et les anthropologues commencent à le faire timidement en s'intéressant aux mémoires de l'esclavage dans les DOM et dans les anciens ports négriers français. Peut-être ce détour par l'histoire est-il nécessaire avant d'entreprendre, de nouveau, une analyse politique du postcolonialisme français, qu'il conviendrait d'abord de décrire tant le statut de département d'outre-mer est singulier dans l'histoire du colonialisme européen.